Bonjour, donc bienvenue dans cette dernière session qui porte sur les traces, les logs et les flux de données. Donc cette session, elle contient quatre présentations. Donc une présentation longue, le premier article, puis trois présentations courtes. Et on va directement passer à la première présentation qui sera donnée par Guillaume Closiou sur l'apprentissage d'embedding de code pour l'enseignement de la programmation, une approche fondée sur l'analyse des traces d'exécution. Merci Marc. Alors, je n'ai pas encore la main. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter ce travail qui a été réalisé en étroite collaboration avec Frédéric Flouva de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Alors, pour commencer et puis situer un petit peu le contexte, peut-être que certains d'entre vous vont s'y retrouver dans cette problématique. Donc, on a été amené à utiliser dans le cadre d'enseignement de programmation en première année de licence informatique, un outil un peu innovant qui correspond à un exerciceur de programme. Et donc l'idée, c'était d'utiliser une plateforme de programmation qui avait été développée à l'IUT d'Orléans, dans laquelle les étudiants peuvent soumettre des exercices, des programmes, qui répondent à des exercices posés par des enseignants. Et donc ces programmes sont automatiquement évalués par la plateforme sur la base de quatre tests qui ont été fournis par les enseignants avec un feedback à la fin qui explique les différences entre les résultats obtenus et les résultats attendus. Et donc assez rapidement, en analysant un petit peu le travail que réalisaient les étudiants à travers cette plateforme, on s'est aperçu qu'il y avait quelques biais qui nécessitaient d'être peut-être améliorés. Et puis avec des compétences en fouille de données, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait envisager des tâches d'apprentissage de modèles, d'aide à la décision, en direction de l'enseignant en priorité, mais aussi évidemment de l'étudiant. Et naturellement, on s'est confronté, dès qu'on a voulu attaquer ces problèmes-là, à la problématique de la représentation des programmes. Et donc ça va être notamment l'objet de ce travail. Donc déjà commencer par parler de cette problématique d'apprentissage de représentation de programmes, plus généralement d'embedding. Et puis ensuite vous présenter l'approche que l'on propose, qui est l'algorithme code to AES to VEC, qui s'articule en deux. Une traduction du programme dans une séquence abstraite d'exécution, et puis ensuite l'apprentissage d'un embedding à partir de ces séquences. Et puis ensuite, on va confronter cet algorithme, on va dire, aux données réelles, c'est-à-dire à des données qui ont été collectées sur la plateforme à partir du travail de nos étudiants. Donc déjà, il faut voir que cette problématique d'apprentissage de représentation de programme ou d'embedding de programme, c'est quelque chose qui est étudié à la fois pour des applications dans l'éducation, dans l'enseignement, mais aussi du côté du développement logiciel. Donc on va trouver des publications qui émanent de ces deux communautés-là, avec un problème qui est assez récurrent, alors qui n'est pas forcément le même d'une communauté à une autre, mais en tout cas qui, dans le domaine de l'éducation, pose le problème de réussir à capturer non seulement la fonctionnalité, ce que fait un programme, à travers ces embeddings, mais aussi la façon dont l'algorithme est conçu, c'est-à-dire la façon dont l'algorithme résout le problème demandé. On va s'appuyer sur ce qui se fait sur les textes assez naturellement, et on va essayer de voir un petit peu les différences qu'il y a avec des programmes par rapport à ce qu'on trouve sur des textes. Et donc on va essayer de capturer ces deux aspects, ce que fait un programme, donc sa fonctionnalité, mais aussi ce qu'on appellera le style du code, c'est-à-dire la façon dont le programme résout le problème. Quand on regarde un petit peu dans la littérature, donc, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de travaux qui sont très récents. Il y a une sorte de boom un petit peu dans ce domaine-là depuis 1 ou 2 ans, avec des approches qui s'appuient naturellement sur l'apprentissage d'embedding à travers des réseaux de neurones, avec notamment une équipe à Dublin qui avait travaillé sur la comparaison justement entre des approches à partir de réseaux de neurones et des approches plus classiques du type sac de mots, pondération, etc. et qui ont montré une supériorité justement des approches à partir de réseaux de neurones. Donc après, on peut imaginer plusieurs types de réseaux de neurones, des réseaux de neurones classiques, des réseaux de neurones récurrents, des réseaux de neurones convolutifs, etc. Et puis, observer aussi quelles sont les données qui sont utilisées en entrée pour apprendre ces représentations. Donc, tantôt, on va avoir des représentations qui se basent uniquement sur l'analyse de l'arbre syntaxique du programme.
Tantôt, on aura des approches qui vont se baser plutôt sur l'environnement de programme, c'est-à-dire les valeurs des variables, les séquences de valeurs que prennent les variables au fur et à mesure d'exécution du programme. On s'aperçoit plus généralement que ces approches-là vont faire un focus particulier soit sur la fonctionnalité, soit sur la syntaxe, difficilement sur les deux en même temps. On va avoir de temps en temps des modèles qui vont être dédiés plutôt à des tâches spécifiques d'apprentissage, notamment reconnaître la fonctionnalité du programme. Donc, dans notre cas, ça serait reconnaître quel est l'exercice auquel répond ce programme. On a des approches qui ne vont pas aller jusqu'à l'apprentissage d'un embedding de programme et qui vont se limiter à l'apprentissage d'embedding de tokens. Ce qu'on appellera les tokens, c'est les symboles ou les mots plus généralement qui apparaissent dans le programme. Et enfin, le plus souvent, ces modèles-là ont besoin d'une grande quantité de données. Et quand je parle de grande quantité de données, ça veut dire beaucoup de programmes, ce qui n'est pas forcément toujours facile à obtenir dans des cas d'éducation. Notre approche, donc l'approche Code2AES 2Vec, elle ambitionne d'apprendre des représentations qui vont se baser d'une part sur l'analyse de la structure du programme, donc à travers l'arbre syntaxique abstrait, et parallèlement à ça, au fonctionnement algorithmique à travers la trace d'exécution qui aura été observée sur des cas de tests, notamment dans le cadre de notre plateforme, sur les cas de tests que fournit l'enseignant pour évaluer le programme. Donc, une approche d'apprentissage en deux étapes. L'étape qui consiste à traduire un programme en une séquence d'exécution abstraite. Et cette séquence d'exécution abstraite, je vais la détailler juste après, en fait, on va la voir comme un texte. Chaque exécution sur un texte correspondra à finalement une phrase dans un texte beaucoup plus long. Et puis ensuite, sur ce texte-là, on va apprendre un embedding à la manière de Doc2Vec, c'est-à-dire à la manière de l'hypothèse distributionnelle des mots dans les textes. Donc un schéma pour détailler la construction de l'AES. L'AES, c'est donc la séquence d'exécution abstraite. Donc partons d'un programme, ici c'est un vrai programme d'un étudiant, qui est un programme valide et qui répond à l'exercice de renvoyer le minimum d'une liste passée en paramètres. Donc c'est un programme ici en Python. Donc ce programme, il est de toute façon forcément exécuté par la plateforme. Et l'idée, c'est au moment de son exécution de récupérer la séquence, la trace d'exécution, c'est-à-dire la séquence des instructions qui sont réalisées au moment de l'exécution sur cette entrée, sur ce cas de test. Donc ici, on retrouve dans cette séquence, alors la séquence ici, c'est les identifiants des lignes, puisqu'on n'a qu'une instruction par ligne. On retrouve par exemple la boucle 6, 7, 8, 6, 7, ce qui correspond à la boucle qui est ici. Donc on va la stocker d'un côté, et de l'autre côté, on va construire l'arbre syntaxique abstrait du programme, et on va utiliser cet arbre pour construire nos séquences. Et notre AES, ça sera quoi? Ça sera pour chaque ligne d'instruction, eh bien, on va parcourir le sous-arbre qui correspond à cette instruction-là. Alors, avec 3 niveaux de profondeur, on étudiera quel niveau de profondeur, justement, dans les expérimentations tout à l'heure, quel niveau de profondeur est le plus pertinent. Soit on se contente de récupérer juste la tête du sous-arbre, ou alors on va plus profondément, donc avec 3 niveaux, rouge, bleu ou jusqu'à noir, c'est-à-dire que noir, on va parcourir totalement en profondeur l'arbre syntaxique sur la branche qui correspond à cette instruction-là. Donc on va générer nos séquences comme ça, on va avoir donc plusieurs AES qui vont correspondre chacune à l'exécution sur un test, un cas de test donné par l'enseignant, et on va concaténer en quelque sorte toutes ces AES pour construire une super AES qui sera notre texte pour décrire le programme. Une fois que ces AES sont construits, donc on va se baser sur l'hypothèse distributionnelle et partir du principe que dans ces AES, un token, c'est-à-dire un mot de l'AES en quelque sorte, doit pouvoir être déduit à partir de son contexte, c'est-à-dire des mots qui sont immédiatement avant ou immédiatement après avec une certaine taille de fenêtre. Pour ça, on va donc s'appuyer sur l'algorithme Doc2Vec avec la version Distributional Memory proposée par Mikolov, qui elle-même étend l'approche Word2Vec sur non pas la variante skipgram, skipgram, mais la variante bag of word, continuous bag of word, pour entraîner de façon non supervisée, donc un réseau de neurones, à prédire chaque token à partir de son contexte, non seulement donc les mots avant, après, mais aussi à partir de l'idée du programme, donc de quel programme provient ce token. Et donc la première couche du réseau va contenir non seulement les embeddings des mots, en quelque sorte, donc ici les embeddings des tokens, mais aussi, et c'est ça qui nous intéresse, c'est l'originalité du Doc2Vec par rapport au Word2Vec, l'embedding du programme. Et du coup, on va pouvoir, selon les paramétrages qu'on choisit, par exemple, ce qu'on choisira après, c'est de construire des programmes
en dimension, enfin des représentations de programmes en dimension 100 par exemple. Alors, il faudra quand même qu'on fasse attention à une chose en termes de structure de notre réseau de neurones. Ici, c'est l'étape d'agrégation. On va montrer qu'on peut effectivement choisir plusieurs types d'agrégation, mais si on souhaite absolument conserver l'ordre, la séquentialité à l'intérieur de notre contexte de l'AES, eh bien, on va montrer qu'une agrégation de type somme ou moyenne n'est absolument pas adaptée, mais qu'une agrégation de type concaténation le sera beaucoup plus, justement pour conserver jusqu'au bout l'ordre des mots à l'intérieur du contexte de la séquence. En termes d'évaluation, donc on a confronté cette méthode, Code2AES2VEC, à différents corpus, donc, enfin 2 corpus en l'occurrence. Un corpus qui correspond aux traces d'activité qu'on a collectées sur nos étudiants, donc nos étudiants des centres d'informatique à l'Université de Nouvelle-Calédonie, qui donne ce corpus-là, qui correspond à un peu plus de 5000 programmes, qui se répartissent sur 66 exercices. Et donc, une des tâches classiques pour évaluer des embeddings, c'est ensuite de faire passer un classifieur dessus, enfin d'apprendre un classifieur pour reconnaître, comme je vous le disais tout à l'heure, quelle est la classe, c'est-à-dire quel est l'exercice, donc la fonctionnalité du programme. Donc, on voit tout de suite qu'on va sur un problème de classification à un nombre quand même assez important de classes, donc un problème de classification qui n'est pas totalement trivial non plus. Juste un petit mot, en fait, en fonction du niveau de profondeur qu'on utilise dans la définition de l'AES, quand on regarde un petit peu le volume de mots auxquels ça correspond, donc on va passer de plus de 700 000 mots sur l'ensemble du corpus à près de 4 millions de mots. Donc finalement, on commence à avoir des corpus, si on les compare à des corpus de texte, qui commencent à être un petit peu assez importants. On va avoir aussi un sous-corpus de ce premier corpus, qui est le corpus New Caledonia 1014, qui correspond en fait à l'extraction de 8 exercices bien choisis pour les notions algorithmiques qu'elles mettent en œuvre. Et puis un autre corpus, qui est un corpus donc, des collègues irlandais. Alors eux, ils ont mis en ligne depuis juillet 2020 un corpus de à peu près 500 000 programmes. Pardon. On a extrait de ce corpus 40 000 programmes qui étaient des programmes Python et sur lesquels on a enrichi, enfin que l'on a enrichi avec des cas de tests qui n'étaient pas fournis au départ. Et donc tous ces benchmarks-là, tous ces corpus-là sont fournis sur un dépôt Git accessible. On va commencer par une petite analyse qualitative. La première chose qu'on a voulu voir, c'est si on essaye de visualiser finalement les embeddings que l'on apprend de nos... Alors c'est sur les 1014 programmes, le sous-corpus de nos étudiants calédoniens. Est-ce que l'on arrive finalement déjà assez facilement, en faisant une projection en 2 dimensions, est-ce qu'on arrive assez facilement à détecter les différents exercices? Effectivement, on s'aperçoit qu'on a les 8 exercices qui s'organisent en groupe assez naturellement. Et puis, même ces groupes, à l'intérieur de cette organisation, ces groupes vérifient une typologie assez cohérente aussi, c'est-à-dire que quand on regarde un petit peu les exercices, les 3 premiers exercices correspondent finalement à des 3 exercices du haut, à des exercices dans lesquels on demande aux étudiants d'écrire une boucle de type boucle while, c'est-à-dire qui parcourrait seulement partiellement une liste. Les exercices minimum et ici de permutation, pardon. Donc ça, c'est 2 exercices où on demande une boucle for, c'est-à-dire un parcours complet, et puis les 3 autres exercices sont des exercices où il n'y a pas de boucle, où il y a uniquement des conditionnels, et celui-ci, en plus, il y a de l'affichage avec des prints. Et donc, du coup, ça différencie assez bien les différents programmes. Et puis, ce qui nous intéresse lorsqu'on veut aller vers des applications pour aider l'enseignant ou aider l'étudiant, c'est de commencer à regarder et de zoomer, par exemple, sur cet exercice, donc sur l'exercice du minimum, et de voir est-ce qu'on arrive à capturer ce que l'on cherchait au départ, c'est-à-dire le style d'écriture, et donc les différentes manières de résoudre, d'écrire un programme pour résoudre une même fonctionnalité. Et on s'aperçoit qu'on arrive aussi dans cette projection, qui n'est qu'une projection à 2 dimensions, d'une représentation au départ qui était en 100 dimensions, à capturer d'une part, par exemple, les programmes qui s'appuient sur des boucles avec un parcours par les éléments, c'est-à-dire sans l'écriture avec les crochets, et puis de l'autre côté, tous les programmes qui vont plutôt capturer, enfin qui vont plutôt utiliser un style d'écriture de boucle avec des indices, donc avec une notation avec les crochets. Et puis aussi, par exemple, des programmes qui sortent un petit peu du lot et qui, par exemple, celui-ci, correspond à un étudiant qui avait utilisé la fonction de tri native en Python, donc le sort, qui n'est pas dans l'esprit de l'exercice, mais du coup, qui permet de le détecter. Et puis ici, un autre étudiant qui avait utilisé tout simplement la fonction min, puisque c'était ce qu'on lui demandait, sans avoir compris qu'il fallait la réécrire. Une analyse quantitative, donc sur la tâche que je vous exprimais tout à l'heure, la tâche assez classique de identifier ou apprendre quel est l'exercice auquel se rattache un programme soumis par l'étudiant. Donc on a comparé du coup
plusieurs configurations de notre approche. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, bon, déjà, on arrive assez bien à reconnaître dans l'ensemble l'exercice, sachant que là, par exemple, quand on est sur 80% de bonne classification, on est sur un problème qui, au départ, est un problème à 66 classes, hein, donc c'est pas tout à fait trivial. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que, effectivement, plus on va sur une AES qui est précise, c'est-à-dire plus on va explorer l'arbre syntaxique abstrait dans la traduction de nos instructions, eh bien, plus on va gagner en qualité de ce point de vue-là. Et puis aussi, la différence sur chacune des deux lignes que vous avez ici, c'est le type d'agrégation que l'on fait dans le réseau neurone. Donc, soit une agrégation de type somme, on avait testé aussi avec moyenne, hein, soit une agrégation de type concaténation, c'est-à-dire pour préserver l'ordre à l'intérieur des contextes, pour conserver cette information dans l'apprentissage des représentations. Et on s'aperçoit que quasiment systématiquement, on gagne à avoir une architecture de type concaténation. Pour conclure, notre objectif était de réussir à proposer une méthodologie d'apprentissage de représentation qui soit utile pour l'enseignement en particulier, dans le but, à partir de ces représentations, de pouvoir ensuite mettre en œuvre des algorithmes de fouille pour aider l'enseignant ou pour aider l'étudiant sur des tâches de détection, on va voir lesquelles tout à l'heure. Donc on a proposé et diffusé cette méthodologie. On a aussi proposé et diffusé 3 jeux de données, en fait 2 jeux de données plus un sous-jeu de données, avec un enrichissement, puisque les AES sont fournis avec, si certains veulent les réutiliser. Tout est mis à disposition. Et donc, qu'est-ce que l'on peut faire ensuite à partir de là? En fait, on a deux stratégies pour continuer à avancer. C'est d'une part, continuer à travailler sur la représentation, même si ça a l'air de plutôt bien marcher et d'être assez encourageant. L'idée, c'est de pouvoir essayer d'améliorer encore. Pourquoi pas améliorer en termes de structure d'apprentissage. On peut tester évidemment d'autres configurations de neurones encore plus poussées. On peut envisager aussi de tenir compte de façon multimodale à davantage d'informations encore. Typiquement, on n'a pas exploité l'environnement, c'est-à-dire les valeurs que prennent les variables, contrairement à d'autres qui s'appuient uniquement sur cet aspect-là. On peut aussi imaginer intégrer des connaissances expertes. Et puis, dans un deuxième temps, c'est de transformer l'essai sur des vraies contributions pour la pédagogie, pour l'enseignement, en construisant déjà de nouveaux jeux de données, en l'étendant sur autre chose que le langage Python, parce que pour l'instant, on n'a fait qu'une preuve de concept sur le langage Python. Et puis, eh bien, de réellement exploiter ces représentations pour apprendre des modèles par exemple, d'identification de typologie d'erreurs, d'apprendre à détecter des solutions non souhaitables, c'est ce qu'on est en train de faire, typiquement la solution qui utilisait le sort tout à l'heure, ou la solution qui utilisait le min tout à l'heure, qui n'était pas souhaité par l'enseignant, mais forcément validé par la plateforme, détecter des étudiants en situation de blocage ou de situation de désapprentissage à travers l'analyse de leur trajectoire, par exemple. Je vous remercie. Merci. Donc, nous avons déjà une question de Lionel Taillarda. Donc, comment construisez-vous l'AST et quelle est la structure de données pour stocker, représenter, traiter cette AST? Alors là, on a utilisé quelque chose, comme on dit, sur l'étagère. Hein. Donc l'AST, pour l'instant, on a travaillé juste sur le langage Python. Et sur le langage Python, alors j'ai plus le nom exactement, mais il existe de toute façon la fonction qui permet de générer automatiquement l'AST et avec une structure de données en classe, hein, en programmation objet, qui est relativement assez efficace. Donc on ne l'a pas refait nous-mêmes. Hein. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer les références de ce module Python. D'accord, merci. J'ai d'autres petites questions pour ma part. Tu peux revenir aux XP, là, c'était slide 11, où tu avais les différentes agrégations. Ouais. C'est celui-là? Ouais. Visiblement, là, il y a le jeu de données Nouvelle-Calédonie 1014. Finalement, pour l'AES à profondeur 1, on dirait que le temps, finalement, il rentre très peu en compte, c'est ça? Si j'ai bien compris. Puisque la somme agrège moins bien par rapport au temps que la concaténation, par rapport au temps, la relation d'ordre, pardon. Oui, l'ordre. Alors en fait, là, pour le jeu de données Nouvelle-Calédonie, en fait, quand on est à un niveau d'AES 1, ça suffit, en fait, en quelque sorte. On n'a pas besoin, en plus, d'avoir l'ordre. C'est-à-dire que dans les deux cas, on est déjà à un très bon score de classification. C'est ça que ça veut dire, en fait. On a quasiment rien à améliorer déjà. Ouais, mais
quand on regarde les deux autres jeux de données, là, on sent que quand même la concaténation, c'est mieux. Et quelle est la différence entre les jeux de données là? C'est quel type d'exercices qui n'apparaissent pas de l'autre côté Alors, ici, donc ça, c'est un sous-ensemble des exercices qui sont ici. Alors ici, pour voir quels exercices... Alors ici, on a des exercices qui sont relativement simples. Et de l'autre côté, on commence à avoir des exercices qui peuvent être un petit peu plus longs à construire. On n'a pas, alors je crois, de mémoire, on n'a pas de boucle imbriquée, typiquement, mais on a quand même des boucles avec des conditionnels plus importantes dans des exercices ici. Là, on avait pris des exercices plus simples. Et de l'autre côté, alors de l'autre côté, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a des exercices très simples où il y a juste un print à écrire, et d'autres exercices où effectivement, là, on demandait quasiment même 4 fonctions à écrire. Donc les programmes sont plus longs pour certains qui sont ici. Ouais. Ce qui peut expliquer effectivement que l'ordre va être plus important. Je vois parfaitement l'intérêt de construire des embeddings à des fins de classification et tout. Mais vos motivations au début, c'était quand même dans des objectifs pédagogiques. Et comment vous feriez pour passer des plongements à des recommandations, à une meilleure pédagogie, entre guillemets? Parce que les plongements, en soi, c'est un peu black box. C'est ça. Alors du coup, là, on est justement en train de commencer à exploiter ça. On a voulu faire aussi une première preuve de concept sur le deuxième aspect. Et notamment, si on revient sur cette question-là, par exemple, voilà, typiquement, quand on commence à regarder ce que les étudiants ont soumis, on s'aperçoit que on a fait le test, hein, on a demandé à des collègues d'étiqueter les programmes qui avaient été validés par la plateforme et de nous dire s'ils auraient aimé intervenir sur ces programmes-là, en disant ok, la plateforme l'a validé, mais moi, en tant qu'enseignant, j'aurais aimé redire quelque chose à l'étudiant parce que ça ne me plaît pas la façon dont il a répondu. Donc typiquement ici, celui qui utilise le sort ou celui qui utilise le min, bah, en fait, le concept, c'était de savoir écrire une boucle, et s'il n'a pas su le faire, s'il n'a pas essayé de le faire, on ne peut pas savoir s'il a su le faire. Pour autant, lui, il a l'impression d'avoir validé puisque le programme lui a dit ok. Et donc, du coup, on a commencé effectivement à travailler sur ça et à apprendre à partir des projections apprises un classifieur qui permet de détecter automatiquement quelle serait une solution qui serait souhaitable ou une solution qui ne serait pas souhaitable. Et on a réussi à proposer un classifieur qui, dans, encore une fois, 80% des cas arrive. Alors c'est 80%, on n'est pas encore un cas extrême, mais enfin un cas de 100%, mais dans 80% des cas qui arrive à détecter correctement un programme qui n'est pas souhaitable, et donc à le remonter à l'enseignant pour que l'enseignant éventuellement puisse intervenir et rattraper le coup de l'étudiant. Et on a même un taux de spécialité de 92%, ça veut dire que quasiment tous les programmes qui sont remontés sont des programmes effectivement sur lesquels un enseignant enfin au moins un enseignant sur les 3 étiqueteurs qu'il y avait, aurait souhaité intervenir. Et est-ce que justement il y a la correction de l'enseignant qui est aussi dans ce plongement et qui servirait un peu de prototype et à quel point on s'éloigne? Exactement. Alors après, du coup, l'idée, si on voulait commencer à analyser les trajectoires des étudiants et voir les étudiants qui décrochent ou les étudiants qui sont en désapprentissage, alors quand je parle de désapprentissage, ce serait des étudiants qui commencent à écrire n'importe quoi et qui sont prêts à remettre en cause tous les concepts qui étaient à peu près établis, sous prétexte qu'ils essayent de trouver une solution par une méthode de type, une approche de type essai-erreur. Et donc dans ce cas-là, effectivement, une approche que l'on envisageait, c'était de regarder en fait dans ce plongement où se situe la solution de l'étudiant par rapport à une solution ou plusieurs solutions proposées par l'enseignant, et de voir dans quelle mesure à un moment sa trajectoire dans cet exercice-là, sa trajectoire commence à s'écarter trop s'écarter de la solution enseignante pour essayer de le ramener peut-être par exemple vers une solution précédente qu'il avait proposée qui était plus proche de la solution de l'enseignant. Et 2 autres petites questions. Est-ce qu'on peut utiliser ces plongements pour faire de l'optimisation de code? Et aussi, est-ce qu'on peut, après, à partir des différents plongements, voir reconnaître l'instructeur, en fait, l'enseignant? Reconnaître l'enseignant? L'enseignant, ouais. Alors, sur l'optimisation de code, alors, l'optimisation d'algorithmes, sans doute, parce qu'on avait justement envisagé un moment d'imaginer, à travers les traces d'exécution, et être capable de classer le programme, ça va être assez facile finalement, sur des classes algorithmiques, les classes de complexité, pardon. Donc voilà, l'optimisation de code, j'imagine qu'on doit pouvoir commencer à s'intéresser effectivement à comment est-ce que les écrit le code
traduit dans les plongements. Donc ça, c'est une bonne idée de regarder de ce côté-là. On était plutôt parti sur des applications pour des étudiants qui apprennent à programmer. Je suis d'accord qu'il faut commencer à bien programmer dès le début, mais c'était déjà sur des programmes simples, mais peut-être qu'on pourrait regarder de ce côté-là. Et reconnaître l'enseignant, c'est-à-dire en fait de voir quelle est la façon dont l'étudiant écrit son code, quel est le formateur qui lui a appris à coder, ça serait ça l'idée? Oui, c'est en gros, est-ce que les enseignants, ils ont un impact sur la façon de programmer d'un étudiant? Est-ce que, clairement, si j'ai un instructeur A, un instructeur B, est-ce que les plongements, tous les étudiants de B seront très proches dans ce plongement par rapport à ceux de A, ou est-ce que Euh, la programmation est universelle, quoi? C'est Ouais, un peu des questions. évidemment, la programmation, elle n'est pas complètement universelle. Je pense que quand même, plus on est sur des enseignements d'initiation à la programmation, moins il doit y avoir de diversité quand même. Après, effectivement, je pense que ça peut être une belle idée d'essayer de regarder si effectivement il y a une translation qui se fait dans les plongements appris en fonction de l'enseignant. Pourquoi pas, ouais, ça pourrait. On n'avait pas imaginé ça, mais pourquoi pas. Et pour revenir à l'optimisation, je me demande s'il n'y a pas des liens avec tout ce qui se fait au niveau du traitement de la langue pour faire de la traduction. En gros, prendre une phrase et la traduire dans une autre phrase, on pourrait voir ça comme je prends un bout de code et je la traduis dans sa forme optimisée. Oui, peut-être aussi de ce côté-là. Ouais. Je pense que, alors je pense qu'on est vraiment au début. Hein, je vous dis, il y a un petit boom là sur ces travaux-là depuis 2 ans. Donc, je pense qu'effectivement, ce type de travaux aussi, par exemple autour de la traduction, va donner des idées. Ouais. Donc, je pense que ouais, on pourrait le voir sous cet aspect-là aussi. Donc, merci de votre patience. Donc, nous allons passer à la seconde présentation où nous allons écouter Massinissa Hamidi qui va nous parler de modélisation de processus de génération de données pour la reconnaissance d'activité. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans ce travail, nous introduisons une approche pour dériver et incorporer le processus de génération de données dans les modèles de reconnaissance d'activité. Donc, la dynamique des mouvements du corps est souvent dictée par les interactions bas niveau très, très complexes, impliquant diverses parties du corps. Et l'intégration de cette dynamique dans les systèmes de reconnaissance d'activité peut améliorer leur robustesse et leur efficacité, notamment en réduisant le nombre de données nécessaires à l'apprentissage. Les activités telles que marcher, courir ou se déplacer à vélo sont largement déterminées par les dynamiques des mouvements, qui, à leur tour, impliquent des parties spécifiques du corps. Dans le cas des technologies portatives, appelées communément en anglais wearables, où des parties du corps sont équipées avec des sources de données, des capteurs, comme vous le voyez ici. Très souvent, lorsqu'on se concentre, lorsqu'on se focalise sur ces sources de données qui sont impliquées dans ces dynamiques, ceci permet une reconnaissance précise des activités humaines. Donc l'approche que nous proposons vise à sélectionner des sources de données hautement informatives vis-à-vis de ces dynamiques, afin de créer un échantillon d'apprentissage pour entraîner des modèles de reconnaissance d'activité. Or, étant donné que la dérivation de tels modèles est difficile, ce qui est dû principalement aux interactions de bas niveau qui sont en jeu, nous proposons en fait de nous ramener à un problème beaucoup plus abordable, qui est l'exploration des architectures d'analyse que vous voyez ici, et qui sont responsables en fait de traiter et de fusionner des informations sensorielles qui nous parviennent des différentes sources de données. Donc l'exploration de l'espace de recherche, de l'espace des architectures qui est induit ici, nous permet au final de dériver un modèle de génération de données pour chaque activité, pour le vélo, la marche, la course à pied, etc. Donc, dans ce qui suit, nous allons voir ensemble les principaux composants de notre approche. On va commencer par les architectures d'analyse multimodale et les hyperparamètres qui contrôlent la manière dont les informations sensorielles sont
traitées par ces architectures. Afin de traiter les diverses entrées provenant des sources de données, nous utilisons des composants architecturaux que vous voyez ici, responsables d'extraire des caractéristiques pertinentes et de fusionner de manière efficace entre les différentes sources de données. Et la manière en fait dont un composant traite une donnée, une entrée, est contrôlée par un hyperparamètre. Vous voyez ici par exemple un bloc, un composant d'extraction de caractéristiques, feature extraction. Il est contrôlé, son impact est contrôlé par un hyperparamètre H1. Et la chose la plus importante à noter ici est que ces hyperparamètres contrôlent par la même occasion l'influence d'une source de données sur les performances globales de l'architecture. Alors, vous voyez ici un des chemins qui contrôle l'impact de la source de données SJ, qui est mis en évidence en rouge. Donc, une source SJ suit plusieurs chemins différents au travers de l'architecture et se voit traitée par plusieurs composants architecturaux. Vous voyez ici, il y a plusieurs composants qui traitent, qui impactent l'effet de la source de données. Dans notre approche, nous nous focalisons particulièrement sur les informations qu'on obtient en adaptant ces architectures au moyen de leurs hyperparamètres, et spécifiquement ceux qui contrôlent l'impact des sources de données. Donc à chaque couche de notre architecture, sélectionner la meilleure combinaison d'hyperparamètres est très importante et peut nous amener à trouver des architectures qui fusionnent de manière efficace et qui permettent d'exhiber en fait les dynamiques des sources de données et plus généralement du modèle de génération de données. Alors, le problème de modélisation du processus de génération de données qu'on vient de présenter devient donc un problème d'exploration de l'espace des architectures et de l'espace des hyperparamètres qui est induit par ces architectures. Donc, cette exploration est déterminée par trois aspects. Premièrement, c'est l'espace de recherche qui définit le type de composants qu'on a vu préalablement et les types de branchements qui sont permis dans l'architecture. Deuxièmement, une stratégie de recherche qui décide comment l'exploration de l'espace doit être menée, par exemple l'optimisation bayésienne des hyperparamètres. Et troisièmement, une stratégie d'estimation des résultats, des performances de l'architecture. En l'occurrence, par exemple, dans notre cas, vu que c'est des signaux temporels, on a une classification de séquences. Donc, étant donné un budget d'exploration, la stratégie d'exploration renvoie un ensemble de performances que vous voyez là, V1, VB. Ce sont nos performances de reconnaissance et il s'agit maintenant de trouver un lien entre ces performances et l'impact de chacune des sources de données. Alors pour cela, étant donné l'ensemble des performances obtenues durant l'exploration de l'espace des architectures, ce que nous faisons, c'est décomposer la relation non linéaire qui est là, F, qui est décrite par l'ensemble des performances, en une expansion additive, de sorte qu'on soit capable d'exhiber l'impact de chaque source de données et de leur combinaison. Donc, en d'autres termes, nous avons d'un côté les instantiations des hyperparamètres, c'est-à-dire les valeurs qui sont affectées ou assignées à chaque hyperparamètre, et de l'autre côté, les performances qui sont produites, qu'on obtient avec ces modèles, ces architectures. Et l'objectif de cette étape, en fait, c'est de trouver l'impact de chaque source et de chaque hyperparamètre et de chaque combinaison de ces hyperparamètres et de ces sources. Que vous voyez ici, par exemple, les combinaisons de premier ordre, de deuxième ordre, etc. etc. Donc, pour récapituler, nous avons un ensemble de composants architecturaux qu'on peut composer et ajuster pour former des architectures d'analyse multimodale. Ceci induit un espace d'architecture qui est exploré en utilisant une stratégie de recherche. L'exploration permet de mieux comprendre l'espace architectural et en particulier quels sont les ensembles d'hyperparamètres qui
qui ont le plus d'impact et ceux qui n'en ont pas. Et après avoir déterminé la correspondance entre ces ensembles d'hyperparamètres et les sources de données, l'étape finale est de quantifier cette correspondance, ce qui nous permet au final d'obtenir les modèles de génération de données. Donc, ceci nous amène à la partie expérimentale de notre contribution, dans laquelle nous évaluons notre approche sur 4 jeux de données différents. Nous utilisons principalement, il faut le noter, le jeu de données SHL donc, qui est décrit ici avec cette figure, pour dériver le modèle de génération de données. Donc l'efficacité de celui-ci est ensuite évaluée, l'efficacité de ce modèle de génération de données est évaluée sur les autres jeux de données ainsi que le SHL lui-même. Donc, concernant les architectures multimodales, nous instancions nos composants architecturaux avec des couches convolutives, donc des CNN, et l'ensemble des hyperparamètres qui sont spécifiques à ce type de composants est, par exemple, la taille des filtres, les filtres de la convolution et leur nombre, ainsi de suite. Pour ce qui est de l'exploration de l'espace des architectures, nous utilisons le cadriciel Microsoft NNI, Neural Network Intelligence, qui fournit une liste assez complète de stratégies de recherche, en particulier celle basée sur l'ajustement des hyperparamètres. Dans ce premier ensemble d'expériences, nous instancions notre approche avec plusieurs stratégies d'exploration et nous comparons les modèles dérivés en utilisant chacune de ces stratégies. En particulier leur correspondance avec un modèle basé sur l'expertise humaine. Les résultats sont illustrés dans ce tableau. On peut voir notamment que les modèles basés sur les modèles séquentiels, les stratégies de recherche basées sur les modèles séquentiels ont une concordance assez élevée comparée aux autres stratégies de recherche. Et nous remarquons que la recherche exhaustive, le niveau de concordance est assez loin, avec un niveau qui ne dépasse pas 3. Donc c'est la concordance avec le modèle basé sur l'expertise humaine. Si on regarde de plus près le modèle de génération de données dérivées, et plus spécifiquement du point de vue de la position des sources de données, la figure à gauche montre la contribution des sources de données groupées par leur position respective. Ce que nous notons, c'est que les sources de données situées au niveau des hanches impactent fortement les différentes activités humaines. Dans le cas des activités liées à la conduite de voitures, par exemple, se fier aux sources de données situées sur les hanches est suffisant et permet de reconnaître ces activités. La même observation peut être relevée pour les activités marche et course à pied. Donc, après avoir dérivé le modèle de génération, la prochaine chose à faire est d'évaluer l'efficacité de l'incorporation de ce modèle dans les modèles de reconnaissance d'activité. Pour cela, nous sélectionnons les sources de données les plus informatives à partir du modèle de génération de données, comme on l'a dit, afin de former des échantillons d'apprentissage. Et durant la phase d'apprentissage, les modèles de reconnaissance d'activité sont encouragés à se concentrer sur ces sous-ensembles de données, de sources de données. Et en fait, cette configuration est, nous l'appelons en fait WDGP, comme vous le voyez là. Et en fait, dans cette table, vous voyez le résultat de l'incorporation du modèle de génération de données dans les différents jeux de données. Là, c'est la configuration sans modèle de génération de données. Ici, avec le modèle basé sur l'expertise humaine, et ici, avec l'utilisation du modèle de génération de données dérivé, avec notre approche. De plus, nous expérimentons avec différentes valeurs de taux int pour extraire les sous-ensembles de sources de données importantes. Donc ce seuil
toInt conditionne si oui ou non une source de données peut être incorporée au sous-ensemble de sources de données. Cette figure montre notamment en vert l'évolution des performances de reconnaissance en fonction de ce seuil, et elle montre aussi en bleu cette fois-ci le nombre moyen de sources de données qui sont incorporées aux sources de données, au sous-ensemble de sources de données. Donc, par exemple, si taux est assigné à 0, le nombre de sources de données, c'est 25, c'est le nombre total de sources de données dans notre dataset qui est incorporé. Donc, ce que nous remarquons, c'est que les modèles de reconnaissance d'activité entraînés avec peu de sources de données ont une performance assez élevée comparée aux modèles qui sont entraînés avec toutes les sources de données et les modèles de base. Donc, de plus amples analyses peuvent être retrouvées dans notre papier et celui présenté à ECML l'an dernier. Donc, en conclusion, nous avons présenté dans ce papier une approche pour dériver le modèle de génération de données d'un déploiement corporel de capteurs. Dans notre cas, c'est le SUSEX Relay Locomotion Dataset. L'incorporation de ce modèle de génération de données dans les modèles de reconnaissance d'activité nous permet d'obtenir une amélioration des performances de reconnaissance. Et notons que ça, c'est accompagné par une baisse du nombre de sources de données nécessaires à l'apprentissage. Donc, ces résultats ouvrent des perspectives quant au développement de systèmes d'apprentissage plus robustes, efficaces en termes de données nécessaires à l'apprentissage. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention et pour répondre à vos questions. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le live? Oui, nous avons une question de Vincent Lemaire. Donc, les données d'un utilisateur sont bien utilisées ensemble? Point d'interrogation. Et pour éviter un biais sur les utilisateurs avec plein de traces vis-à-vis de deux qui ont peu de traces. Donc, alors, au niveau des utilisateurs, alors, le dataset SHL, donc, il est composé de 3 utilisateurs en tout. Donc, c'est des données collectées à partir de 3 utilisateurs. Et la distribution en fait, des classes et le nombre d'exemples par utilisateur est assez équilibré. Donc, par rapport à cette problématique, je ne pense pas qu'elle impacte de manière très forte les résultats obtenus. Et quant à la deuxième question, est-ce que c'est possible de la répéter? Donc, du la mal comprendre. La deuxième partie, c'était pour éviter un biais sur les utilisateurs avec plein de traces vis-à-vis de deux qui ont peu de traces. Donc, vous avez partiellement répondu. Je réponds en fait à cette question. Donc, il y a les expérimentations qu'on a menées, les données sont assez équilibrées, mais afin de disons de traiter ces cas de figure, alors on peut par exemple étendre le modèle avec un modèle génératif de données pour chaque utilisateur. Dans ce cas-là, ça requiert un peu de temps pour le faire. Mais on peut penser aussi à des phases d'adaptation pour chaque utilisateur. Mais en fait, dans notre question, dans notre travail, ce qu'on a essayé, c'est d'avoir des modèles assez généraux. Donc, on a pris soin de voir un peu si les modèles génératifs diffèrent entre les utilisateurs, mais ça n'a pas été le cas. Donc les modèles génératifs qu'on a dérivés semblent être généraux. Donc, ils peuvent être appliqués à plusieurs utilisateurs. Nous avons encore une question de Vincent Lemaire qui demande si, avec seulement 3 utilisateurs, est-ce que vous avez l'assurance de ne pas avoir détecté l'utilisateur et non l'activité? Alors, sur avoir détecté l'utilisateur, alors je répète peut-être ce que j'ai dit. En fait, on a essayé
le modèle génératif de données a été dérivé en utilisant l'ensemble des utilisateurs, donc les 3 utilisateurs en même temps. Et en fait, on s'est assuré après coup, donc on a fait un certain nombre de tests sur, en incorporant le modèle génératif dérivé sur chacun des utilisateurs. Et en fait, au final, il n'y a pas eu beaucoup de différence et les améliorations restent on obtient les mêmes améliorations. D'accord. Durant votre présentation, au début, vous avez parlé de choix des hyperparamètres, d'exploration de l'espace des architectures. Pour moi, ça a allumé certains tags. Et je me pose la question, comment se positionnent vos travaux par rapport aux problématiques d'auto-ML, en fait? Alors, AutoML, oui. En fait, en disant que l'approche, c'est l'optimisation des hyperparamètres, etc. Et AutoML, donc c'est pile poil dans ce qu'on fait. Et notre position, c'est vraiment d'exploiter les approches qui sont développées dans cette communauté-là, afin de construire des modèles de grande capacité. En fait, ces modèles de grande capacité, on les exploite pour dériver ou distiller de la connaissance vers des modèles un peu plus petits. Donc ça rejoint un peu les travaux de Vapnik sur Intelligent Teacher et ceux de Hinton qui se basent sur la distillation de connaissances, knowledge distillation. En fait, on se positionne comme ça. Donc, on a des modèles de grande capacité qui se basent sur l'AutoML, donc exploration des espaces de recherche. Ensuite, à partir desquels on extrait de la connaissance pour l'incorporer dans des modèles plus petits qui nécessitent peu de données et qui se focalisent sur des tâches bien précises. Donc, l'AutoML, pour nous, c'est vraiment c'est une manière d'explorer cet espace des dynamiques qui est assez conséquent et qui est difficile à explorer à la main. Donc ça nous donne, c'est des outils qui nous permettent de le faire de manière assez rapide et assez facile, je peux dire. D'accord, parce qu'il y a énormément de travaux ces dernières années sur les problématiques AutoML, justement. Donc, on finira là-dessus parce qu'on est en train de dépasser au niveau du temps. Donc, merci pour cette présentation et pour ces réponses aux questions. Merci à vous. Merci Olivier. Donc, nous allons passer à la présentation suivante. Toujours un petit temps de latence pour charger la présentation et changer d'orateur. Mais je vais quand même introduire, en attendant, pour gagner du temps, le prochain orateur. Donc, le prochain orateur, ça sera Arthur Vervat, qui va nous parler d'automatisation de la structuration des logs pour le cloud computing. Du coup, bonjour. Moi, je vais vous parler d'automatisation de la structuration des logs pour le cloud computing, et plus particulièrement de certains travaux que j'ai réalisés dans le cadre de ma thèse CIFRE entre le laboratoire de recherche LizzieTZEP et l'hébergeur cloud Outscale. Donc, la présentation se déroulera sur le plan suivant: une introduction sur log et cloud computing, les travaux existants dans la structuration des logs, notre étude, et enfin, conclusion et ouverture sur les travaux futurs. Donc, pour repartir un petit peu de loin et bien cadrer la problématique de log, les logs, c'est une notion qui viennent de la navigation, avec la présence de journaux de bord, notamment dans les grands commerces maritimes. Ces journaux de bord, ça permettait une traçabilité des opérations, que ce soit on pouvait horodater des changements de cap, des chargements, déchargements de marchandises. Et la valeur de cette traçabilité se retrouve dans l'informatique, avec la présence de fichiers de log, qui sont là aussi des fichiers contenant des événements horodatés, et qui servent derrière à plusieurs tâches telles que le développement informatique, le monitoring, l'analyse de plateforme. Si on parle de log et cloud computing, les logs, c'est une source d'information extrêmement riche et utile pour assurer le fonctionnement d'une plateforme de cloud computing.
avec notamment une contrainte, c'est que quand on parle de cloud computing, c'est à l'entreprise d'assurer la disponibilité et la qualité de service des serveurs et non pas à ses clients. Et donc, pouvoir utiliser un maximum d'informations pour ce monitoring est important. Donc, les contraintes qu'on va retrouver dans le cloud computing, c'est déjà une volumétrie élevée. On a une concentration de serveurs avec une volonté de croissance rapide, un besoin d'autodéploiement. On est dans des systèmes entièrement automatisés et donc on doit limiter au maximum l'intervention humaine. Sur des systèmes composites, c'est des plateformes où il y a beaucoup de codes pas forcément propriétaires qui tournent, donc on n'a pas forcément accès à la structure des logs qui sont derrière, et notamment aux log statements, donc les macros qui vont produire les logs. Et c'est du code qui est en évolution quasi constante, avec l'ajout de mise à jour et le développement qui se fait, qui fait que les log statements, encore une fois, les macros derrière, évoluent avec le code. Certaines vont être supprimées, modifiées ou ajoutées. Et ça mène à notre étude qui porte sur l'impact du pré-traitement et du paramétrage. On reviendra là-dessus. 2 étapes qui sont humainement coûteuses sur les performances de structuration des logs. Pour introduire un petit peu la structuration des logs et son importance, donc on va partir d'une magnifique ligne de log ici. La structuration, ça vise à structurer le log et donc extraire les informations sous-jacentes. Un premier niveau de structuration qu'on peut voir, ça peut être ici, structuré selon le format de convention. Donc les logs suivent une convention généralement. Et ici, on a une convention qui donne un timestamp, donc l'horodatage, une source, une sévérité et un message. Ça, c'est un formatage qui se fait très naturellement. Mais il y a un autre type d'information qu'on aimerait pouvoir exploiter et aimerait pouvoir traiter, c'est les informations contenues dans le message. Si on regarde ici le message, on a 2 paramètres qui sont des variables et qu'on aimerait pouvoir isoler. La difficulté, ça va être d'arriver à isoler automatiquement ces variables sans avoir accès à la macro qui a produit le log. Donc on ne sait pas que n'importe quel mot de ce log peut être une variable et on aimerait arriver à le détecter. Sur nos travaux, on est reparti notamment de plusieurs benchmarks de structuration des logs en flux. Pourquoi en flux? Parce qu'il y a 2 grandes approches dans la structuration des logs. La première, c'est en batch. Si on prend un batch de logs, on essaye d'apprendre les patterns sous-jacents et on sert de la connaissance accumulée dans notre système en temps réel. La structuration des logs en flux, c'est on regarde passer les logs et à force de voir passer des logs, on raffine le modèle derrière de détection. C'est évidemment le mode qui nous intéresse le plus. La première raison, c'est comme je le disais tout à l'heure, pour faire face à l'instabilité des logs. Les macros peuvent évoluer et donc on veut pouvoir enrichir notre modèle de connaissance au fur et à mesure. Et notamment, on est reparti d'un benchmark qui présente 13 méthodes de structuration sur 16 datasets, donc une approche assez complète, et qui a fait ressortir notamment 2 d'entre elles, 2 méthodes en flux pour leur précision, que ce soit en termes de précision, mais aussi de temps de traitement. Donc Spell et Drain, et c'est celle qu'on a choisi d'étudier. Spell utilise la recherche de la plus longue séquence commune entre un log et les templates découverts, alors que Drain est une approche différente avec un arbre de recherche à profondeur fixe pour découvrir des nouveaux templates. Et la première chose qu'on a remarqué en implémentant les travaux, d'abord je parlais des datasets qu'on a choisis. Donc on a choisi 3 datasets dans notre expérience. Un premier, c'est OpenStack. Donc OpenStack, c'est un logiciel qui permet de monter, c'est du cloud open source, donc ça avait un lien évident avec notre problématique. Le deuxième dataset, c'est des logs qui proviennent d'Android. On l'a choisi que c'est un dataset qui est lui aussi open source, mais qui est très riche en termes de patterns sous-jacents, qui est aussi composite. Et le dernier dataset, c'est HDFS. Lui, on l'a choisi au contraire pour sa simplicité, non seulement en termes de patrons sous-jacents, donc de templates sous-jacents, mais également en termes de mots. On est sur des logs qui vont être relativement courts, peu de mots différents, etc. Le premier point qu'on voulait étudier, c'est le pré-processing. Le pré-processing, c'est quoi? C'est une méthode qui est utilisée par tous les algorithmes de structuration des logs, de pré-traiter la chaîne de caractères. Par exemple, on sait que dans notre dataset, on va retrouver des adresses IP. Pas besoin de faire apprendre des adresses IP au modèle. On va utiliser un module de pré-traitement et derrière, on va envoyer la chaîne pré-traitée. Là, le paramètre a été remplacé par une étoile au modèle de structuration. Ça permet de simplifier l'apprentissage. Le souci, c'est quand on a essayé de
benchmark ont trouvé des résultats bien inférieurs. C'est parce qu'on n'avait pas mis de pré-traitement à ce moment-là. C'est ça qui a amorcé la décision de quel impact a le pré-traitement sur la précision des méthodes de structuration des logs. Donc là, on trouve les résultats pour Spell et Drain avec et sans pré-traitement. La première c'est qu'effectivement, le pré-traitement a un impact globalement positif sur la précision. Mais nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est le moment où on a une détérioration de la précision. Parce que le pré-traitement a plusieurs impacts. Le premier, c'est qu'il faut des experts qui écrivent des expressions régulières pour pré-traiter, avoir une connaissance du jeu de données, ce qui n'est pas toujours le cas. Comme j'en ai parlé en introduction, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir justement structurer des logs dans un environnement inconnu. Et le fait d'avoir une potentielle détérioration des performances causée par l'utilisation de pré-processing, ça limite la possibilité d'utiliser un pré-processing générique qu'on pourrait par exemple appliquer sans réfléchir à n'importe quel dataset. Le deuxième point qu'on a voulu étudier, c'est l'impact de ce pré-processing sur le temps de traitement. Là, j'affiche uniquement le temps de traitement avec pré-processing pour la simple et bonne raison que Spell a une complexité sans pré-processing. On avait des expériences qui n'arrivaient pas à finir au bout de plusieurs heures, alors que sur Drain, en quelques minutes, c'était fini. Et un autre point qui nous a intéressé, qu'on a voulu mettre en valeur, c'est la présence d'anomalies de traitement. On a par exemple ici une moyenne qui a 10 puissance 2 nanosecondes de traitement par log pour toutes les méthodes sur tous les datasets, ce qui permet de traiter 10 puissance 5 logs par seconde. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la présence d'anomalies de traitement qui vont parfois jusqu'à 10 puissance 3 la moyenne, et qui donc peuvent être impactants sur des systèmes où, comme je l'ai dit, on a une forte charge, et donc on n'aimerait pas avoir un bouchon causé par des logs un peu plus longs. Le dernier point de notre étude, ça porte sur le paramétrage. Donc, ce qu'on entend par paramétrage, ou parfois hyperparamétrage, c'est le choix de variables à l'initiation de l'algorithme. Par exemple, en Spell a une valeur de paramétrage qui est taux. Taux, ça va être le seuil à partir duquel un message et un template sont assimilés comme étant identiques. Par exemple, comme Spell se base sur la recherche de la plus longue séquence commune, si on a 70% de tokens ou de mots en commun, on peut dire à partir de ce seuil-là, on considère que le log qu'on est en train de traiter peut être assimilé à un template déjà découvert. Pour Drain, on en a deux. ST qui est très similaire à TO, ça va être l'idée de comparaison, c'est à partir de combien de tokens en commun on considère qu'un template et un message appartiennent au même groupe. Et le paramètre de profondeur de l'arbre de recherche, qui permet de fixer l'arbre de Drain. Et ce qu'on remarque, là j'affiche les résultats pour Spell, mais on a quelque chose de très similaire pour Drain, c'est que on a une variance entre le pire résultat et le meilleur résultat selon les paramètres considérés, qui est dans le cadre d'Android et OpenStack relativement faible, mais dans HDFS, on a une précision qui peut passer de 100%, donc une structuration parfaite du dataset, à 0% selon la valeur de l'hyperparamètre. Et ce qui soulève quand même une grande question, c'est que comment déployer Spell ou Drain dans un environnement, encore une fois, on ne connaît pas les formes de log, on ne peut donc pas extraire de jeux de données labellisés pour essayer de calibrer l'entraînement. On ne peut pas entraîner automatiquement ces solutions à choisir leurs hyperparamètres. Donc ça, si on doit résumer nos travaux, les points qu'on a voulu mettre en valeur, c'est que le pré-traitement peut avoir un impact négatif sur uniquement positif, que Spell est très demandant du pré-traitement pour sa rapidité d'exécution, là où on constate un temps d'exécution linéaire, on passe en exponentiel sans pré-traitement, que les anomalies de calcul sont fréquentes, et que Spell et Drain sont très sensibles aux valeurs des paramètres. Et pour la partie piste d'exploration, ce qui nous intéresserait notamment, c'est là on est reparti du benchmark de LogPy, donc avec leur précision qui est qu'un log message finit dans le même template que
que son message sous-jacent, et ce qui finissent tagués dans le même groupe. On aimerait s'intéresser à est-ce que les variables, donc les tokens variables, ont bien été identifiés, car là, on n'a pas la garantie que les variables ont bien été identifiées. L'autre point qui nous intéresse beaucoup, c'est essayer d'adapter des métriques non supervisées aux problèmes de structuration des logs. Si on arrive à trouver ou à adapter une métrique, ça permettrait d'avoir justement d'auto-entraîner les hyperparamètres et donc de déployer avec un peu plus de garantie dans des systèmes où on n'a pas la connaissance sur les logs. Et enfin, essayer d'envisager une distribution ou proposer une méthode distribuée de structuration des logs. Encore une fois, là, ça revient à la complexité de volumétrie. Si je prends les exemples, sur un système classique, c'est 1 million par seconde dans l'entreprise où je fais une partie de ma thèse. C'est un chiffre qui est commun, et alors qu'on est encore à une échelle, et donc se pose toujours la question de la croissance. Et la distribution semble être une approche prometteuse. Je vous remercie pour votre écoute. On peut passer aux questions si vous en avez. Merci. Il y a déjà une question de Vincent Lemaire qui se pose la question en quoi cette structuration est cloud dépendante. Elle n'est pas vraiment cloud dépendante, mais disons que les contraintes qu'on a considérées sont des contraintes cloud, mais qu'on peut sûrement retrouver dans beaucoup de plateformes qui ont des contraintes de volumétrie et de systèmes d'autodéploiement. Je peux penser à réseaux sociaux qui, par exemple, ont une grosse politique de déploiement ou d'intégration continue, et où on va avoir la problématique de comment monitorer les systèmes qu'on déploie rapidement ou de façon automatisée. D'accord. Moi, il y a quelque chose qui est un peu contre-intuitif pour moi, c'est que tu as montré que plus le log est structuré, j'ai l'impression que plus le log est structuré, normalement, moins l'aspect séquentiel devrait rentrer en compte. Puisque est-ce que notre structuration du log, justement, va pas pré-traiter la séquence pour bien, entre guillemets, la digérer? Mais curieusement, quand tu montres l'approche qui travaille sur la plus grande sous-séquence commune, bah, Oui. Les résultats sont meilleurs après pré-traitement. Donc, pour moi, c'est un peu contre-intuitif, mais tu peux nous expliquer un peu ça? L'idée, c'est que comme on a la séquence commune, si on pré-traite, on va avoir des parties variables qui vont déjà être remplacées par un caractère commun, par exemple une étoile pour marquer l'emplacement d'une variable. Ce qui fait quand il va calculer la plus longue séquence commune, les parties variables vont faire partie de ce calcul de la plus grande séquence commune, ce qui va faire monter la similarité entre le log considéré et le template qu'on recherche. Mais du coup, ton pré-traitement, ça introduit pas de nouveaux champs, en fait, mais ça enrichit les champs existants, c'est ça? C'est ça, l'idée, c'est Ok. par exemple, je prenais l'exemple de l'adresse IP. On sait que les adresses IP sont variables, et donc on peut déjà enlever toutes ces adresses IP en marquant, en mettant un marqueur disant que ici c'est une variable, ce qui fait qu'on simplifie le log qu'on va envoyer à la méthode de structuration. Parce que comment ces deux méthodes fonctionnent, c'est qu'elles vont à chaque fois essayer d'enrichir leurs connaissances. Donc elles vont avoir une structure mémorielle. Et quand on arrive au bout de cette structure mémorielle, il va y avoir des templates. Et l'idée, c'est quand on va entrer notre log message, on va traverser la structure mémorielle. Et après, on va se comparer à différents templates existants. Et là, il y a deux cas. Soit on dépasse un seuil, on se rapproche d'un template. Et dans ce cas-là, on va utiliser la connaissance du log qu'on a traité, affiner le template, en essayant de regarder là où il y avait des variances avec le template. C'est comme ça qu'on enrichit la base de connaissances. Soit on se dit qu'on a affaire à un nouveau template. Et dans ce cas-là, on enrichit la structure mémorielle en rajoutant un template. Donc, nous avons deux questions. Je vais les poser en même temps parce que le temps presse. Donc, la première question, c'est de Lionel Telarda qui demande si le pré-traitement est réalisé par un outil en coupure, entre parenthèses un médiateur. Et nous avons encore une question de Vincent Lemaire qui dit donc je peux mettre dans un Docker, point d'interrogation, sans trop de paramètres, point d'interrogation. Je suis pas sûr de voir la question sur Docker. Si Vincent, tu peux expliciter un petit peu pendant ce temps, et je vais répondre à Lionel. Le pré-traitement, effectivement, c'est quelque chose qui est totalement découplé de la structuration, c'est-à-dire qu'on peut faire ça en amont. Quand je montrais, il y a un premier pré-traitement, celui qui se fait selon la partie
structuration selon le format de convention, ça, c'est pas ce qui nous intéressait. Donc, cette partie-là, on considère qu'elle est faite. Et quand j'ai parlé de structuration, je parlais vraiment de extraire les parties variables du log message. Et la partie pré-traitement, donc on peut utiliser derrière des expressions régulières pour structurer ce log message avant l'outil de structuration. Ça peut être fait complètement en amont et ce n'est pas intégré à l'outil. C'est quelque chose qu'on peut appliquer, c'est une sorte de filtre qu'on peut appliquer en amont. D'accord. Le contenu des messages, c'est la solution de structuration. Son format, c'est je prends un entrée, une ligne de log, un log message, et en sortie, je sors un template avec des emplacements de paramètres. Donc, par exemple, dans le log ici, on va avoir ça, c'est typiquement une sortie de la méthode de structuration. C'est-à-dire string template avec les emplacements de variables marqués par un token, et derrière, une liste de paramètres qui étaient les éléments présents aux endroits identifiés comme des variables. Ok, très bien. Merci. Je propose que, parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent, mais que vous discutiez après la session dans un salon café, parce que sinon on va déborder, sachant que ce salon va être ensuite utilisé à la fin de la session pour un au revoir, quoi, pour la clôture de la conférence. D'accord. Donc merci pour ta présentation. Et rendez-vous Café 4, ceux qui sont intéressés. Donc, toujours un petit temps de latence pour accueillir le dernier orateur de la session et donc de la conférence. Donc, c'est un article soumis à la track déjà publiée. Donc, c'est un papier qui a déjà été publié dans une conf internationale et qui nous est présenté ici dans sa version pub EGC. Donc, c'est Dominique Lee qui va nous présenter ses travaux sur l'indexation dynamique pour la maintenance du Skyline dans les flux de données. Bonjour, je suis Dominique Lee, maître de conférence à l'Université de Tours. Donc ici, je vais vous présenter un article déjà publié. Donc, attendez. Voilà. Donc ça, c'est un article déjà présenté par Rui dans TASFA 2020. Donc il s'agit d'un résumé français. Donc, en sachant qu'on a une contrainte forte sur le temps, donc je suppose que vous connaissez déjà à quoi servent les Skylines. Donc, la présentation peut-être pas très intéressante si vous ne connaissez pas du tout cette notion. Donc ici, dans cette version française, on a ajouté une extension dans la partie d'évaluation expérimentale par rapport à la version présentée en TASFA. Donc là, on va étudier le problème de la maintenance du Skyline dans le flux de données, donc dans le contexte de fenêtres glissantes. Donc là, on va comparer. En fait, on a proposé une approche qui fonctionne sur deux types de fenêtres glissantes, dans la fenêtre de comptage et la fenêtre temporelle. Donc pour les fenêtres de comptage, en fait, ça c'est une fenêtre glissante sur les flux. Donc là, en fait, ce sera basé sur un nombre prédéfini d'intuplés, d'éléments. Par exemple, ici, si on définit une fenêtre sur 1000 éléments, alors chaque fois, si un nouvel élément, un nouveau intuplet entrant, alors ça implique que un autre qui doit sortir de la fenêtre. Donc la taille de fenêtre est toujours maintenue à une constante. Et pour les fenêtres temporelles, alors qu'en fait, ça se définit par les intervalles temporels comme des timestamps. Alors le premier élément, en fait, le temps entre le premier élément et le dernier élément est toujours fixé par une constante. Par exemple, ici, si on dit que le temps, la taille de fenêtre est 10 secondes, alors chaque fois, si un nouveau intuplet arrive, alors tous les intuplets expirés doivent être enlevés de la fenêtre. Donc ici, là, on va calculer, on va maintenir du Skyline dans ce type de fenêtre.
Donc, la maintenance de scalin est déjà, bon, c'est pas une nouvelle notion, donc ça a déjà beaucoup étudié un peu. Donc, l'idée, c'est que, en fait, l'arrivée des nouvelles intuplées va changer le scalin dans la fenêtre. Par exemple, ici, on voit qu'à ce moment, on a 5 points A, B, C, D, E. Donc, ici, A, D, E, C, E sont des scalins parce que B est dominé par A. Par contre, si A est expiré, si on retire A, alors, vous voyez, donc, si A n'existe plus, alors tous ces 4 sont scalins. D'accord? Mais si à un moment, il y a un nouveau point qui arrive, comme F, alors F va dominer sans doute D et E. Alors, le nouveau scaling, à ce moment, selon l'arrivée de F, sera BFC. Donc, le scaling change. Donc, la difficulté donc, de ce calcul, c'est comment on peut maintenir ce type de scaling et puis effectuer la mise à jour en temps quasiment réel. Donc, même le calcul de scaling a été beaucoup étudié, mais en fait, les approches destinées au flux de données sont, les approches sont relativement peu. En fait, en 2016 et 2006 et 2007, il y a 2 approches assez connues. C'est Lazy IQ proposé par Traoré Papadias. Ça, c'est une approche basée sur l'arbre R. Donc, est basée également sur l'approche statique qui s'appelle BBS. Et puis ici, pour l'approche Lookout, ça c'est basé sur l'arbre quaternaire. Donc, en fait, on a amélioré un petit peu. Par contre, tous les deux fonctionnent bien uniquement sur des données, flux de données de faible dimensionnalité. Donc, notamment inférieur à 6 dimensions. Et puis, l'approche du calcul scalin de l'état de l'art, BSkyTree, il peut également tenir compte de la maintenance de scalin dans des données non flux. Par contre, ici, il y a quand même une mise à jour à proposer. Et puis, l'approche la plus récente, c'était proposée par Alami et Mabou en 2020. D'accord. Donc ça, en fait, dans cette version française, on a ajouté une comparaison avec cette approche. Donc ça, c'est basé sur qui s'appelle MSD, basé sur la technique qui s'appelle le SkyCube négatif. Par contre, le contexte de cette approche n'est pas exactement comme notre contexte, parce que ça, c'est plutôt sur des flux de données pour répondre à des requêtes de sous-espace. En plus, la mise à jour de Skylines est basée sur les batchs. Ça veut dire qu'un buffer d'un tuplé, mais pas sur chaque intuplé arrivé. Donc ici, alors, notre approche suit un principe très, très général de la maintenance de Skyline. Donc, basé sur la fenêtre. Donc, si la fenêtre n'est pas encore remplie, alors on va simplement effectuer un calcul incrémental. Une fois, dès que la fenêtre est remplie, alors un intuplé entrant invoque la collection de intuplés expirés. Et donc, par rapport au modèle de fenêtre, bien sûr, par exemple, pour les fenêtres de comptage, on va maintenir un nombre constant de scalins. Sinon, on va maintenir un nombre de scalins basé sur le timestamp. Donc, pour chaque intuplé scalin expiré, on va vérifier si des intuplés dominés peuvent devenir un nouveau scalin. Et après, on va supprimer des intuplés expirés, donc, sans doute. Et ensuite, à la fin, on va ajouter un intuplé entrant à la fenêtre en effectuant un calcul incrémental du scaling. Donc ça, c'est le principe de notre approche. En fait, cette approche est basée sur nos travaux présentés dans EDP de 2020. Ça, c'est une approche pour le calcul de scaling basé sur l'index dimensionnel. Donc, l'idée, c'est qu'on va trier chaque dimension par l'ordre de préférence imposé. Ensuite, et puis, les sommets sont naturellement les scalins, comme là. Bien sûr, s'il y a des valeurs répétées, alors on a besoin d'un test local pour déjà décider
qui est le scalin entre les deux. Donc, dans notre exemple, c'est lui qui est scaling. Donc, et après, il est suffisant, pour chaque dimension, il est suffisant de tester les NUPLAY, donc par exemple lui, uniquement avec ceux de scaling sur une dimension. Ça veut dire que pour déterminer si B est scaling ou pas, il est suffisant de voir si A domine B ou pas. Donc, si A domine B, alors B est scaling, sinon B n'est pas scaling. Donc, on n'a pas besoin de comparer B avec d'autres NUPLAY scalins connus comme ici H ou même I. Donc, il est suffisant de le comparer avec A. Donc, basé sur ce principe, en fait, on a développé RSS, c'est Run Search for Stream Scaling, donc, qui permet de déterminer rapidement un nouveau NUPLAY scaling ou pas. Par exemple, ici, donc ça c'est la fenêtre, en fait, toutes les dimensions dans cette fenêtre sont triées, d'accord, et puis stockées dans un B-tree. Donc, imaginons que T est un NUPLAY arrivant. Donc, on va insérer T dans les B-trees, et puis on va déterminer, donc selon ce principe, on va déterminer si T est dominé ou pas. On examinait simplement en comparant T avec des scalins dans une zone minimale. Donc, si T est dominé par un scalin, alors un NUPLAY scalin, alors T n'est pas scalin, donc on peut s'arrêter là. Mais si malheureusement T est un scalin, alors on va convertir tous les scalins dominés par T comme des NUPLAY non scalins. Donc là, il est suffisant de regarder dans une zone qui contient un nombre minimum de scalins. Donc là, donc, avec ce principe, on peut bien accélérer le calcul, la mise à jour de scalin dans un environnement de flux. Donc, on appelle ces deux zones, les zones des bornées inférieures et supérieures. Donc, ici, on utilise simplement deux estimations simples pour déterminer les zones bornées. Donc, pour ne pas perdre trop de temps de chercher des scalins dimension par dimension. Ensuite, avec ce principe, donc la complexité de l'insertion d'un NUPLAY scalin est bornée par cette équation. Donc, on a trois parties. La première partie, c'est pour insérer le node à des B-trees. C'est des logs W. W, c'est la taille de fenêtre, et D, c'est la dimension, et M, c'est le nombre de NUPLAY scalins existants. Ensuite, la deuxième partie, c'est pour chercher les zones bornées. Donc, c'est linéaire. Et la troisième partie, c'est pour tester si un NUPLAY entrant est scalin ou pas, et également si un NUPLAY entrant est scalin, alors il faut enlever les autres NUPLAY dominés. Donc, et pour supprimer un NUPLAY scalin, en fait, la complexité temporelle est bornée par cette équation-là. Donc, il y a également trois parties. La première partie, c'est la recherche de la zone supérieure qui nous permet de rapidement enlever des, revérifier des NUPLAY dominés. Ensuite, la deuxième partie, on va tester les NUPLAY non scalins avec les NUPLAY scalins pour voir s'il faut les supprimer ou pas. Et la troisième partie, c'est pour retirer les nodes de B-tree. Donc, on a évalué notre approche contre des données synthétiques. D'accord. Donc, il y a trois types de données synthétiques et puis des données réelles. Et les codes de source sont disponibles. Donc là, on peut voir que en fait, le taux moyen est très très stable par rapport à l'incrémentation de la dimensionnalité. Donc, le temps moyen pour la mise à jour limite à millisecondes et microsecondes.
c'est pas beaucoup de temps. Donc ici, ça montre, d'accord, dans le contexte de fenêtre de comptage. Donc là, vous voyez, donc il y a le temps moyen de traitement est toujours au niveau de 10-3 ou -4 secondes. Donc je vais accélérer un petit peu, d'accord. Et puis, en fait, on a quasiment les mêmes performances sur les données réelles. Donc là, en fait, on a ajouté une comparaison entre MSSD dans cette version française. Donc, on a comparé le temps de mise à jour de MSSD sans compter les requêtes sous espace, parce qu'en fait, pour MSSD, il y a forcément deux parties. Et puis, on a fixé le buffer de MSSD à 100. Et puis, alors, pour SSS, on va compter son mise à jour en fenêtre de comptage remplie. Donc, les valeurs là sont basées sur 10 tests. Ce sont des moyennes, ce sont des valeurs moyennes. Donc, vous voyez, donc jusqu'à pour une fenêtre de 32 kg. Donc, la performance de RS est toujours meilleure. Voilà, donc voilà, donc pour conclusion, donc nous avons RSS est un algo efficace pour la maintenance de scaling dans des flux, d'accord, donc pour les fenêtres de comptage et les fenêtres temporelles. Donc notre analyse de complexité a montré que ça efficace sur des données de haute dimensionnalité et également sur des données de faible dimensionnalité. Donc, comme des perspectives où nous sommes intéressés de travailler encore sur les flux de données distribués. Voilà, donc, bon, en fait, c'est... Merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions. Merci Dominique. Du coup, est-ce qu'il y a des questions dans le live? Moi, j'ai plusieurs questions en attendant. On est d'accord là que dans le problème que tu as défini, tes dimensions sont fixées au début de ta requête sur le stream. Tu peux pas changer. En gros, tu fais pas des SkyCube ou tu peux pas changer ta requête. Non, pour le moment, non. Ok. Et quel serait le coût de faire ça, quoi? Est-ce que tu en as au SkyCube, ouais, sur les streams? Pour SkyCube, en fait, on a au moins 2. Voilà, donc ici, là. Donc, en fait, si on effectue des requêtes de sous-espace entre guillemets statiques, ça veut dire qu'on définit déjà des sous-espaces, alors il est suffisant de retirer des dimensions concernées. Par contre, pour les sous-espaces dynamiques, alors ça veut dire qu'on ne peut pas enlever tout de suite par exemple ici. Donc, si T est un scalin, alors sur tous les espaces, alors ça va dominer peut-être quelques existants. Mais donc, si on donne simplement un sous-espace, alors ce n'est pas forcément le cas. Peut-être, par exemple, ici, T peut dominer, entre guillemets, B. Par contre, si on donne des sous-espaces... en fait, si on donne des sous-espaces... pardon, je fais n'importe quoi. En fait, si on donne des sous-espaces, T peut dominer un nucléus scala. Donc, dans le cas, donc, on ne peut pas supprimer des nucléus scala, non scalants tout de suite. Il faut maintenir, voilà, tracer tous les scalants. Donc, ici, on a le coût majeur est de maintenir un tel index par sous-espace. Ça veut dire qu'il faut maintenir un cube qui enregistre les informations de chaque sous-espace. Mais l'idée, c'est pas un problème sur le calcul, mais c'est plutôt sur le stockage. Ça veut dire qu'on a besoin des stockages supplémentaires pour garder ces informations intermédiaires. Parce qu'il y a
ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines règles de dérivation. Tu sais que si un élément est skyline sur une dimension, alors si c'est un point extrême, il sera quand même dans la skyline sur ensemble de dimensions. C'est là où ça va être le plus dur, c'est les points qui sont des compromis, qui Oui, sont c'est pas ça, oui. forcément brillants entre guillemets sur une dimension propre, mais qui, en combinant des dimensions, se révèlent des bons compromis. C'est ça la difficulté, ça va être ces points-là, il va falloir les stocker. Ouais, Oui, c'est ça, oui. Donc là, il faut stocker des informations au moins pour 2 puissance n. Voilà, donc pour des données de haute dimension, ça peut être assez compliqué pour stocker le cube. D'accord. Non, parce que tu citais les travaux de Sofiane Mahabout. Oui, Et, c'est ça, oui. Donc là, le noyau, il y avait Cube, donc je me posais des oui, questions. c'est ça, oui. Donc ça, c'est pour le contexte de cube. C'est pas exactement le même contexte. Par contre, bon, en fait, ça, c'est selon des remarques de reviewers. En tout cas, ça, c'est en fait pour les travaux de MSSD, il y a 2 parties, une partie de mise à jour et une partie de requête sous espace. Donc, on a évalué simplement la partie de mise à jour. D'accord. Merci. J'ai encore une toute petite question qui c'est donc ça c'est un article que oui mais c'est pour ça qu'elle est petite. C'est on a c'est un papier que tu as publié il y a 1 an. Est-ce que généralement on a du recul 1 an après ou 2 ans après parce que peut-être que vu que tu l'as écrit il y a peut-être 2 ans. Qu'est-ce que tu présenterais autrement avec ce recul justement? Ce qu'elle, pardon. Ton papier international. Est-ce que tu le changerais pas ou est-ce que finalement la façon de formaliser, tu as trouvé plus simple ou tout? Oui, donc là, en fait, on a pensé à ajouter comment dire, des notions de TOPCA. Et puis également, on est en train de travailler sur les sous-espaces aussi. Ok, très bien, merci. Donc, merci. Je vous propose d'arrêter ici. Donc, merci à tous les orateurs de cette session. On finit parfaitement dans les temps. Merci aussi Merci. à tous ceux qui étaient derrière en back-end pour gérer justement la transition entre les différents présentateurs et tout, et qui fait que justement, il y a pas ou peu d'attente et qu'on est parfaitement à l'heure. Donc, merci à eux.